Bonjour Alexandre, nous sommes dans les bureaux d'IG sur ton poste de travail, d'où tu animes tes lives quotidiens notamment et où tu réalises ton travail de recherche et de partage sur les réseaux sociaux. Cette année, ça a été une année haussière pour les marchés actions. Tu es méfiant quand même avec du recul. On s'était vu au salon du trading en septembre et tu exprimais justement une méfiance par rapport à la hausse. De manière générale, il y a un climat quand même de scepticisme par rapport à ces marchés. On parle souvent de hausse continue, inconditionnelle ou il y a un terme complaisante. Complaisante, exactement, ouais. Effectivement, on a l'impression que rien ne peut entacher la marche des marchés financiers, la hausse des marchés actions, quand bien même l'économie montre parfois des signaux d'essoufflement. On va parler de la volatilité pour 2020. Quel est ton point de vue? Bonjour Fabien. Alors effectivement, on est chez IG France, donc sur le desk de travail, le poste de travail, les différents locaux. C'est vrai que moi j'ai été prudent cette année, très prudent. Je l'étais encore en septembre, la dernière fois qu'on s'est vu, parce que la situation économique ne s'est pas améliorée cette année, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a une évolution des marchés qui a été principalement drivée par l'intervention des banques centrales. D'abord l'intervention orale en début d'année, celle de Jérôme Powell, les interventions également du président américain par rapport aux négociations États-Unis-Chine, qui a laissé entendre qu'il y a une détente potentielle. Ça, dès le mois de janvier, toujours pas d'accord pour l'instant, mais le marché continue finalement d'acheter cette rhétorique-là. Et puis ensuite, les interventions sont arrivées après, les 3 baisses de taux de la Fed, les interventions suite à cette phase de stress sur le marché monétaire aux États-Unis, sur le fameux repos. On a eu des interventions de la Fed, injection quotidienne de liquidités de plusieurs dizaines de milliards de dollars, mise en place d'un programme d'achat d'actifs de 60 milliards de dollars de bons du trésor à court terme aux États-Unis. Donc on voit sur les catalyseurs de la hausse. Est-ce que pour autant l'année a été une bonne année de point de vue économique? On ne peut pas le qualifier comme ça. On est sur 3 trimestres consécutifs de repli des bénéfices aux États-Unis et en Europe, en year-to-year. On a une année de contraction du commerce mondial, 4e mois consécutif de contraction du commerce mondial. C'est le plus long strike donc de contraction des volumes d'échanges mondiaux depuis la crise financière. Donc on a une sphère financière qui s'est déployée tout au long de l'année, mais avec une base économique, macroéconomique, qui elle n'a pas suivi. Et c'est ça qui effectivement qui pose aujourd'hui un problème d'analyse, c'est qu'on voit bien que les marchés ont grimper beaucoup plus vite que l'économie réelle. On sait bien que les marchés ne sont pas l'économie réelle, mais à un moment donné, quand on sent que vous divergez un petit peu trop, il y aurait une logique à finalement rejoindre un petit peu le niveau de l'économie. Or là, on voit que l'action des banques centrales a vraiment fait dévier les marchés de la trajectoire économique. Donc, c'est vrai que ça rend la lisibilité du marché particulièrement délicate, sachant qu'effectivement il y a eu très peu de volatilité cette année et que tous les pics de volatilité ont été vendus. Et d'ailleurs, on regarde les positions spéculatives nettes sur la volatilité, elles ont touché des niveaux records ces dernières semaines, ces derniers jours encore. On a des niveaux de paris à la baisse sur la volatilité qui sont extrêmement importants et qu'on distingue des positions dites commerciales, qui sont des positions de couverture. Là, on a bien des positions spéculatives sur la volatilité. Donc c'est vrai que... Comment tu le vois ça? Comment tu distingues les positions d'investissement des positions spéculatives, des positions de couverture des positions spéculatives? Donc ces chiffres, on a le CFTC qui donne ces chiffres, positions commerciales et positions non commerciales, et donc on voit en parallèle l'évolution du VIX, l'évolution des positions nettes, non commerciales, c'est leur appellation, et on voit donc cette évolution-là, sachant quand même qu'il y a également des procédures un peu miroirs, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de déploiement d'actifs à la hausse sur les marchés, on peut aussi avoir un effet miroir sur ces positions, les positions short sur la volatilité. Mais on se souvient quand même que les dernières fois qu'on a vu des accélérations fortes comme ça de paris à la baisse sur la volatilité, ça s'était bouclé dans le sang en début 2018, voilà, début 2018 en février. Et il y a eu un spike en quelques jours. Vraiment énorme. Tu es arrivé à des niveaux de stress comparables à ce qu'on avait genre en 2007. 50 de volatilité, donc ce qui est énorme. Alors que non, il n'y avait pas grand-chose, mais ça a balayé tous les fonds ou ceux qui voulaient abuser de la spéculation sur la baisse. Vous avez des ETF à l'époque qui permettaient de parier à la baisse sur la volatilité, qui ont une valeur liquidative qui tombe à zéro. Signe qu'effectivement, le mouvement était tellement brutal, on passait de 12-13 à 52 vols en l'espace de 4-5 jours, tout juste. Et le S&P avait perdu 12-13% à ce moment-là, c'était repris assez rapidement, mais c'est le signe que on peut avoir l'impression de baigner dans une phase, dans un environnement stable, parce que les banques centrales sont là, et puis on voit comme ça des épiphénomènes qui à un moment donné, ramènent de la volatilité de manière surprenante. Dernier épisode en date, c'est ce qui s'est passé avec les menaces de Trump sur le luxe français.
toujours pas mises en application pour l'instant, mais ce sont des menaces fortes, parce qu'aussi en toile de fond, il y a toujours ces menaces sur l'automobile allemande qui pèsent. On n'a toujours pas non plus de réponse unique par rapport à ça. C'est repoussé, mais ce n'est pas soldé, ce n'est pas acquis qu'il n'y aura pas d'augmentation de taxes sur les importations automobiles allemandes aux États-Unis, par exemple. Et on a vu ces derniers jours, voilà, un VIX qui était à 11,5, qui en moins d'une semaine a pris 50% et est monté à 18. Alors 18, c'est pas un niveau élevé de volatilité, mais quand on passait de 11 à 18 en moins d'une semaine, ça veut dire que la sérénité qu'on a l'impression de lire sur les graphiques n'est pas là sur la vol sous-jacente. Et il y a aussi un élément qui est intéressant. On mesure, tout le monde connaît le VIX, le fameux indice de la peur, mais vous avez également ce qu'on appelle la volatilité de la volatilité. C'est le VVIX. Dans les dernières phases de baisse de la volatilité, quand on s'est écrasé à 11,5, on voyait que l'indice de volatilité de la volatilité, lui, se redressait. C'est-à-dire que malgré le climat ambiant de sérénité, eh bien, des indices de perception sous-jacente du risque, eux, commençaient à se déployer. Et le VIX a accéléré à 18 dans la foulée. Donc, ce qui montrait que tout le monde n'était pas aussi bercé que ça par la stabilité perçue. Ok. Une chose que tu me disais tout à l'heure, c'était que cette année, bien qu'on ait fait des records sur le S&P ou sur les indices américains, le VIX, lui, n'a pas marqué des plus bas comparables à ceux des années précédentes. Donc, c'est-à-dire qu'on fait des plus hauts avec un niveau de volatilité un peu plus élevé. Voilà, ça, effectivement, c'est le constat qu'on peut faire. C'est une forme de divergence, en fait. C'est-à-dire qu'on a le record, il faut le rappeler, de faiblesse de volatilité historique sur les marchés américains. On l'a touché fin 2017. On a eu un VIX qui est tombé dans une zone entre 8 et 9. Donc, niveau extrêmement faible de volatilité. Et c'était les premiers records, la première fois que le marché repartait très fortement à la hausse. Il y a eu des corrections et puis des sommets qui sont intervenus ensuite, 2018, 2019. Donc, succession de sommets comme ça sur les 2 années qui ont suivi. Mais les points bas de volatilité correspondants se sont redressés. C'est-à-dire qu'on avait des plus bas, mais de moins en moins bas sur la volatilité. Et ça, c'est un signe qui se met du temps à se mettre en place. Mais c'est un signe que le marché, même s'il marque de nouveaux sommets, est quand même moins serein, entre guillemets, qu'il ne l'était fin 2017. Donc c'est en soi un signe certes diffus, mais un signe de méfiance malgré tout. Ok. Et également, une chose dont tu parlais tout à l'heure, c'était le taux repo. Depuis quelques mois, là, il y a eu ce phénomène un peu incompris et sur lequel on a un peu plus de visibilité aujourd'hui, mais ce qui est toujours pas très clair, c'est des injections sur le taux repo. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors on va faire très simple. Normalement, la Fed, quand elle fixe sa fourchette de taux, c'est toujours une fourchette, avec 25 points d'écart. On a, la fourchette, c'est 1,50, 1,75, 1,75, 2%. Donc, ça veut dire que quand elle fixe cette fourchette, c'est ce qu'elle décide dans ses comités de politique monétaire, elle doit s'assurer que le taux repo, donc le plus court terme, l'overnight, reste bien dans cette fourchette de taux. C'est pour ça qu'elle fixe une fourchette, c'est pour que le taux reste dedans. Ce qui s'est passé en septembre, c'est que le taux est complètement sorti de la fourchette. On avait des niveaux de taux à peu près de 2%, on a eu un taux repo overnight qui est monté à plus de 9%. Donc signe d'une vraie panique. La dernière fois qu'on a vu des niveaux de stress comme ça, c'était crise des subprimes. Et la Fed tout de suite est intervenue pour injecter la liquidité. D'abord, alors injecter la liquidité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle intervient sur ce marché, sur ces opérations repos. Il y a plusieurs opérations repos à l'overnight, il y a le 13 jours, 14 jours, 42 jours. Donc elle injecte de la liquidité sur le marché monétaire pour que les banques puissent continuer à travailler normalement, que les fonds puissent continuer à travailler normalement. Donc elle met de la liquidité. Sauf qu'au départ, cette opération était censée être ponctuelle, elle dure quelques jours. Et on se rend compte encore aujourd'hui, on est en décembre, on fait l'interview, plus de 2 mois après, il y a encore des injections quotidiennes de liquidités sur le repo overnight, en plus des 3 baisses de taux qu'on a eues, et en plus des achats de 60 milliards de bons du Trésor tous les mois. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce qui était censé être un événement ponctuel de stress par des effets peut-être de calendrier, on s'est posé beaucoup de questions là-dessus. Qu'est-ce qui avait généré cette tension-là? Il y a eu des rumeurs, on ne sait pas aujourd'hui, même la Fed dans ses explications nous dit oui qu'il y avait des tensions, le secrétaire au Trésor américain explique également, nous parle des tensions, nous explique que la situation est bien suivie, bien monitorée, mais on n'a toujours pas de bilan, de conclusion sur ce qui a généré cette phase de stress. Il y a eu des rumeurs, une banque en difficulté, on ne sait pas si c'est vrai, il y a eu des articles de presse, Financial Times qui indiquaient que c'était l'effet des hedge funds qui avait besoin de donner pour des paris leveragés dans le marché. Ouais, moi j'avais entendu ça par rapport au pétrole, parce que ça avait coïncidé à un moment où il y avait eu des grosses variations sur le pétrole. Voilà, et c'était le moment des attentats sur les exploitations saoudiennes. Et certains ont estimé que des paris sont le passé, donc il a fallu couvrir ça, emprunter beaucoup de liquidités à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de choses, mais en tout cas, on se rend compte que l'argument du calendrier qui avait été avancé, si c'était juste un événement calendaire, la pression retombe très vite. Vous injectez, la pression retombe. Là, ça paraît moins crédible quand même, pour avoir besoin d'injecter comme ça pendant 2 mois, et sachant que pour l'instant la Fed semble être partie, c'est ce qu'elle indiquait, pour ne pas s'arrêter avant au moins le premier semestre 2020, ça veut dire que ce n'est pas un problème qui est solvable de manière évidente. Voilà. Donc ça aussi, selon moi, c'est ça qu'on voit, ce delta entre ce que les marchés font, les plus hauts, et ce risque qu'on a toujours, qui nécessite que la Fed intervienne. Voilà. Donc,
Moi, je pense qu'effectivement, il y a quand même de la complaisance parce que face à ce genre de stress, il faut bien rappeler quand même que le volume des injections de liquidités qu'on a actuellement sur le repos, on n'a jamais eu de volume aussi important depuis la faillite de Lehman Brothers en 2008. C'est-à-dire que la Fed avait cessé d'injecter ou à très rares occasions et des tout petits montants entre 2008-2009 et maintenant. Et d'un seul coup a repris des niveaux d'injection qui correspondaient aux niveaux d'injection qu'on avait connus lors d'une crise systémique qui était la crise de 2008. Alors qu'on a des marchés qui se portent bien. Alors qu'on a un VIX il y a encore quelques jours à 11,5, donc qui est très loin des niveaux de stress. Donc c'est ça effectivement qui pose aussi question. La macro, ça on en a déjà parlé. Les événements comme ça de liquidité, il faut bien se rendre compte que la liquidité c'est l'huile du moteur. Hein. Ouais. S'il n'y a plus de liquidité, c'est le risque de ce qu'on appelle le cash crunch. Hein. Vous avez un risque de liquidité. Ça, c'est un risque absolu pour les marchés, c'est le risque immédiat. Hein. Vous avez la machine qui se grippe d'un coup en quelques heures. Donc c'est pour ça que la Fed aussi intervient très vite, parce que tout le monde sait que la question de la liquidité, c'est la question primordiale pour les marchés et pour l'économie. Ok. Alors c'est important de prendre du recul et de comprendre ce qui se joue. Par contre, au moment d'investir, on doit faire un choix et monter une stratégie. Et vu qu'on parle de la volatilité pour 2020, tu as dit qu'il y a des choses particulières qui se passent et que les marchés sont un peu dopés, ou en tout cas qu'on a eu une hausse peut-être trop importante par rapport à ce qu'on aurait dû avoir, parce qu'on a monté de 20 à 25% cette année. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas tenir ce rythme de nombreuses années. Normalement, non. À un moment donné, on recourt quand même à l'économie réelle. Oui. La bourse est excessive par nature, etc. On est toujours dans l'anticipation. Pourquoi pas, mais comment est-ce qu'on peut mettre ça en place avec une stratégie? Actuellement, c'est de la complaisance, mais le fait est qu'elle est là et que ça marche et que tous les problèmes qui arrivent sont réglés par ces injections de liquidités, etc. La confiance est là. Alors, est-ce que pour le moment, il faut continuer à suivre cette tendance haussière? Et si on voit que le ton change, que la dynamique change et qu'on a non pas un jour ou deux de baisse, parce que ça, on en a de manière régulière, mais ils sont toujours rachetés d'autant plus fort. Donc, voilà, comment tu jouerais les choses? Alors, on va faire des choses basiques, c'est-à-dire de regarder les moyennes de prix. C'est ce que tout trader apprend. Quand on est au-dessus des moyennes de prix, c'est haussier. Quand on est en dessous des moyennes de prix, c'est baissier. C'est les moyennes qui servent de référence. Alors, on a souvent tendance à regarder, ce que je fais moi aussi, les moyennes de référence, les moyennes daily, journaliers, 50, 100, 200. Et pour l'instant, c'est vrai que tous les gros indices, DAX, CAC, S&P, Dow, Nasdaq, sont au-dessus de leur moyenne de prix, de toutes ces trois moyennes de prix daily. Donc, c'est vrai que tant qu'on est au-dessus de ces niveaux de moyenne de prix, il n'y a pas d'alerte baissière particulière. Alors après, il y a des niveaux de résistance, etc., qui donnent des supports. Si on les casse, ça peut être des petites alertes. Mais c'est vrai que la question, c'était tendanciellement, qu'est-ce qu'on peut faire? Tendanciellement, pour l'instant, il n'y a pas de signal, selon moi, exploitable long terme, tant qu'on est sous des moyennes de prix. Ce qu'il ferait comme signal, c'est qu'on ait une ou deux news particulièrement négatives qui entraînent le marché à passer sous ces moyennes de prix. Elles ne sont pas très, très basses. Hein. Vous voyez, sur le CAC 40, par exemple, on a des moyennes de prix. La 50 jours, on l'a testé sur la dernière alerte du CAC, par exemple. La 100 et la 200 jours sont 150 points plus bas, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, il suffirait d'avoir une baisse de 4% et on reteste ces moyennes de prix, pour le CAC 40, par exemple. Donc, moi, les niveaux d'alerte, ils sont là. Voilà, les niveaux d'alerte tendanciels, c'est là. Tant qu'on est sous ces moyennes de prix, quelqu'un qui se dit, je vais jouer dans la tendance, trend is your friend, et j'y vais, pourquoi pas? Mais le seuil d'alerte, ça reste les moyennes de prix. Si vous commencez à passer sous une 100 jours, S&P, Dow, Nasdaq, peu importe, déjà une 50, c'est une première petite alerte. 100 jours, ça commence à être un signal dangereux. Et il faut passer sur les 200 jours. Il y a un vrai risque. Après, ça veut dire que vous avez le risque de voir la 50 jours passer sur les 200 jours. Ça fait la fameuse death cross qu'on a vu sur le CAC à quelques reprises, sur les marchés américains également. L'année dernière, par exemple, ce qu'on a eu comme alerte au Q3, c'était des death cross. La 50 qui avait croisé la 200 et le marché partait à la baisse. Donc, voilà, moi, le curseur, il est là. Pour quelqu'un qui joue les tendances, ça reste les moyennes de prix. Voilà. Ok, c'est une réponse claire. Concernant la volatilité en elle-même, la manière dont on peut la traiter, c'est via des options, et notamment le VIX, qui est la volatilité du S&P 500, donc le plus gros indice américain, qui enregistre le plus de volume, etc. Le VIX, son comportement, c'est celui d'une option, c'est-à-dire que d'un seul coup, il explose, et sinon, la plupart du temps, il peut rester bas de manière continue et assez longtemps. Là, on a eu quelque chose d'un peu bizarre cette semaine, puisque les marchés ont un petit peu baissé, mais c'était pas fou, et le VIX a tout de suite pris 18%. D'après toi, est-ce qu'on peut monter une stratégie sur le VIX, ou non, il faut juste s'en servir comme un indicateur? Oui, alors moi, ça peut étonner, parce que pour beaucoup, on ne peut pas faire de tracé graphique sur du VIX, sachant que c'est contrat mensuel, comme n'importe quel contrat à terme, donc il y a des décalages, lors de l'expiration et du contrat suivant, et pourtant, on remarque, quand vous avez un VIX en contrat continu, que si vous avez plusieurs sommets de plus en plus bas, contraction oblique, et vous commencez à casser l'oblique, comme sur n'importe quel graphique d'indice, de matières premières ou autre,
c'est un signal, ou en tout cas ça peut en être un. Et là on remarque que depuis déjà plusieurs mois, on est dans cette figure-là, un biseau baissier comme ça sur le VIX, avec des points bas qui se forment et des points hauts qui connaissent une décroissance, des points hauts de plus en plus bas. Et donc on a une figure un peu en biseau comme ça. Et la phase de stress qui est évoquée, à savoir le retour à 18, on est monté à 18 et on est venu taper pile à ce moment-là une oblique qui passait par les mois précédents, une oblique baissière. On tape 18 et pile sur ce point-là, la hausse s'arrête, on retrace un petit peu. Et le marché, le VIX se met à équidistance des deux niveaux. Donc on va regarder si là, dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, ça reperce ou ça retape le 18, qui est le niveau de haut de biseau. Et moi, c'est une stratégie. De dire, voilà, oui, le VIX repasse à 18, on tape une fois, on retape une fois. Si en plus, en parallèle, il faut quand même bien regarder ce que fait le S&P, quand même le sous-jacent derrière. Si le S&P commence, il y a cette grosse résistance 2018-2019, si on repasse sous ce niveau de résistance, le support qui est donc cassé et qu'on commence à le percer alors qu'on l'a quasiment testé il y a quelques jours, là, il y a une phase de stress. Vous avez un signal technique qui apparaît sur le VIX et vous avez un signal technique également qui apparaît par une cassure d'un très gros support, ancienne résistance qui devient un support et qui casse sur le S&P. Donc bien corrélé aussi, VIX, S&P, et si en plus il y a une ou deux news qui viennent catalyser le phénomène, là c'est vraiment le triptyque gagnant, quoi. Volatilité, indice plus news, ça crée un flot. On regarde toujours les volumes aussi, est-ce que la baisse est nourrie par les volumes ou autres, mais là voilà, et on regarde aussi d'autres indicateurs. Que font les devises à risque, yen, franc suisse, que font les taux par exemple, que fait le pétrole, que fait l'or. Et si effectivement on commence à avoir des signaux de risk off un peu partout, ça tend à renforcer ce côté aversion. Donc ça c'est aussi un élément à surveiller, les corrélations entre classes d'actifs. Ok, alors juste pour conclure sur les actions, du coup, ton état d'esprit c'est pour l'instant pas de signal majeur, mais méfiant et sur ses gardes, parce que ça peut arriver. Non seulement on peut avoir des événements inattendus qui viennent amener du stress, il y a ces comportements un peu particuliers, le repos, le VIX qui marque des plus bas plus hauts que les précédents, des choses comme ça. Oui. Au niveau des news attendues, des événements attendus, il y a Brexit. Oui. Tu avais l'air de me dire que c'est très flou. Comme ça l'est depuis le référendum, c'est-à-dire on voit bien, on sait ce qu'est le Brexit, on voit les enjeux, mais le marché les price à un moment donné plus dangereusement, il estime qu'il y a un vrai danger, puis à un moment donné, il estime qu'on va la livre, qui rebondit déjà depuis plusieurs semaines maintenant, que finalement c'est déjà acquis, qu'on a déjà, sauf quand on regarde la macro britannique, on a encore eu ces derniers temps des chiffres, production industrielle, production manufacturière, des éléments sur la construction, les PMI services ou autres, ça traduit un vrai ralentissement, croissance zéro, on est donc ce que le marché price comme quelque chose de déjà entendu et déjà vu, pour l'économie, ça continue de ralentir. Et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on peut être bercé par une musique, on a déjà entendu parler du Brexit depuis 3 ans, on est fatigué, on n'y prend plus vraiment attention, mais la réalité économique, c'est une réalité qui continue de se dégrader. Et à un moment donné, on disait tout à l'heure, il y a bien un moment donné où le marché va devoir, soit effectivement ça s'arrête, il y a un nouveau référendum ou autre, et là effectivement il y a pas un vrai souffle haussier, soit on va avoir quelque chose de dur avec l'Union européenne. Bon, il faut bien rappeler qu'on n'a encore rien négocié de l'après, pour l'instant, des termes commerciaux qui lieront l'Union européenne et le Royaume-Uni. Il y a la question des frontières qui est celle qui a été essayée d'être réglée ces derniers temps, mais les termes même de l'accord commercial qui lieront le Royaume-Uni et l'Union européenne, ça reste encore particulièrement flou aujourd'hui. Donc tout le boulot des relations post-Brexit reste encore à faire. Donc c'est titanesque en fait, on a une tâche qui est titanesque, le marché pour l'instant se dit ça fait partie du paysage, mais l'économie britannique, elle nous dit, il y a de la certitude, les chefs d'entreprise le traduisent, le montrent, moins d'investissement, crainte sur les embauches, etc. Et donc on a une économie qui stagne complètement, qui en tout cas, qui n'avance pas du tout le même rythme que l'économie européenne ces dernières années. Ok. Autre phénomène marquant, ce sera fin de l'année prochaine, en novembre, les élections aux États-Unis. Oui. Est-ce que ce sera une réélection de Trump? Est-ce que ce sera un candidat démocrate? On ne le sait pas, mais par contre, il y a beaucoup de gens qui pensent que Trump va tout faire pour que le marché soit au plus haut pour son éventuelle réélection. Ça, c'est l'argument, effectivement, que beaucoup estiment être l'argument final, c'est-à-dire l'argument qui supplante tout. Trump, ayant l'oreille des marchés, il va tout faire pour que le marché ne baisse pas jusqu'à cette élection. Donc, c'est un petit peu le sentiment, c'est pas un petit peu, c'est un sentiment qui est très très largement répandu. Donc, quand quelque chose est un petit peu trop répandu, il faut s'en méfier. Quand c'est un espèce de gros consensus, il faut s'en méfier, se dire Trump c'est l'arme absolue contre la baisse des marchés. Je vais prendre un cas très simple. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des signaux très divergents entre les marchés actions, par exemple, toujours très haut, et le segment de la dette. Pas la dette souveraine, parce que ici il y a l'action des banques centrales qui limite les mouvements de taux, mais la dette corporate. Il y a un segment qui a énormément grossi post-crise subprime. Il y a la dette des ménages, c'est une chose, mais c'est surtout la dette corporate qui s'est étendue de manière extrêmement importante. Les entreprises ont beaucoup emprunté, les taux favorisant cela, les politiques de taux zéro aux États-Unis, la politique de la BCE ensuite. Ça
favoriser l'empreinte de masse très peu cher, et donc des opérations private equity, et puis même l'endettement des entreprises qui s'en sont servies pour ou accroître les dividendes parfois, racheter leurs propres actions, etc. Donc il y a un endettement corporate qui s'est accru. Vous regardez l'évolution de ce qu'on appelle le high yield, c'est-à-dire toute la dette qui est en catégorie spéculative, elle n'a pas beaucoup baissé, mais elle n'a pas la même trajectoire. Enfin, les indices, cette année, c'est stellaire. Le high yield, il y a une phase de hausse premier, un peu deuxième trimestre, et puis maintenant depuis le troisième trimestre, c'est flat, voire un peu baissier. Donc ça se décorrèle. Le S&P est comme ça, le high yield est plutôt penché à la baisse, et dans le high yield, c'est la dette à risque d'entreprise, si vous regardez, il y a des segments là-dedans, il y a la pharma, il y a les pétrolières, mais vous regardez par exemple le segment pétrolier, c'est totalement inversé. C'est-à-dire que le rallye qu'on a eu sur le premier semestre, sur l'obligation à risque du secteur de l'énergie aux États-Unis, a été totalement effacé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains investisseurs se disent qu'il y a certains segments de l'économie américaine qui présentent des risques, et on ne les achète pas ces risques-là. Donc c'est ça aussi le contraste. Donc pourquoi je dis ça par rapport à la question sur Trump? C'est qu'il y a ce que Trump veut, et il y a la réalité du marché. Et si à un moment donné, vous commencez à avoir un défaut, un stress, parce que la Fed communique quelque chose que le marché n'attend pas, tout de suite, le risque il va se porter, il y aura le marché action certes, mais le marché obligataire. Et il ne faut pas oublier que la crise précédente est aussi arrivée par ce biais-là, des problèmes de notation de certaines obligations à risque américaines, et c'est arrivé par là, les subprimes notamment. Donc je pense que le risque qu'on court, c'est un risque sur la partie obligataire corporate. Et si ce risque se manifeste avant la prochaine élection, je ne suis pas convaincu que la rhétorique de Trump suffira à changer la tendance. Voilà. Donc je suis assez sceptique sur le fait qu'il arrive à maintenir jusqu'à son élection un rallye haussier parce qu'il a déjà brûlé beaucoup de cartouches. Plan de relance majeur, plan fiscal majeur, la Fed qui a déjà beaucoup intervenu, qui n'était pas en risque systémique, la Fed. Pourtant, son degré d'action en 2009, c'est un degré d'action de crise systémique. Elle n'est jamais autant intervenue que depuis la crise du subprime. Donc elle a déjà avancé des cartouches, elle a déjà brûlé des cartouches. Donc c'est long, on a encore une année quasiment devant nous. Si l'économie ne réaccélère pas rapidement, les banques centrales sont en soutien, mais si l'économie n'accélère pas et voire se dégrade, le risque va se porter sur le segment obligataire, notamment le segment obligataire américain. Okay. Et en Chine, et la Chine évidemment, le segment obligataire en Chine et les entreprises chinoises aussi. Ouais, cette guerre commerciale qui semble quand même se diriger vers une issue plutôt positive. Est-ce qu'on va vraiment avoir un deal ou est-ce qu'on aura juste un espèce de statu quo complaisant? Oui, mais c'est vrai qu'on... Toute l'année, on a pu faire des scénarios et aucun s'est avéré bon. Quand je dis on, toutes les analystes, l'observateur. Trump annonçait un accord proche dès le premier trimestre, l'année dernière, on ne l'a toujours pas eu. Il y a eu des phases de chaud et de froid cette année, une phase de stress au mois de mai. On se souvient qu'une rhétorique brutale, la table des négociations avait été quittée par toutes les parties. Escalade des tensions ensuite au mois d'août, puis ça se détend fin septembre. Il y a eu comme ça une succession d'événements qui montrent que ce n'est pas prévisible. Donc là, effectivement, on a le sentiment à court terme que oui, ça va mieux et qu'on est censé aller vers un accord phase 1. Attention, c'est que la première partie d'un accord qui peut avoir 2 ou 3 phases derrière. Et même ça, ce n'est pas encore signé. Donc, pour l'instant, le marché continue d'acheter. Il n'y a pas que ça. La Fed qui fait le boulot, c'est surtout la liquidité qui fait le boulot. Mais si en plus vous avez une rhétorique favorable à ces mouvements dus à la Banque centrale américaine notamment, voilà, c'est le duo gagnant. Et c'est d'ailleurs le duo gagnant depuis le début de l'année. Ce qui a fait repartir le marché cette année, c'était les déclarations accommodantes de Trump sur la Chine, en tout cas détendues, plus détendues, et les déclarations très accommodantes de la Fed, qui a changé son fusil d'épaule dès le début de l'année. Donc tant que ces 2 gros moteurs sont allumés, il n'y a pas de raison d'imaginer que le marché baisse. Après, le marché paye depuis déjà pas mal de temps. Il paye. Il paye pour quelque chose qu'il n'y a toujours pas. Donc, à un moment donné, il y a aussi le risque du sell the news. Soit il n'y a pas de news, et là effectivement gros danger, soit il y a une news, mais est-ce que le marché va encore la payer? Il la paye déjà depuis finalement janvier-février cette news, donc il y a déjà une bonne partie qui est quand même dans les prix depuis quelques temps maintenant. Ouais. Ok. Une petite chose, un mot sur Christine Lagarde qui entre en activité. Est-ce qu'on peut attendre un changement de politique monétaire en Europe ou pas forcément? On va surtout, je pense, assister à un changement de position politique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on parle bien de politique monétaire. Je pense qu'avec Christine Lagarde, on aura surtout des aspects très politiques. C'est-à-dire que Christine Lagarde va devoir convaincre les Européens, les chefs d'État, l'exécutif européen de mettre des mesures en place, des mesures budgétaires. Parce que la BCE, et Draghi l'a dit à déjà très nombreuses reprises, chacune de ces réunions quasiment, que la BCE portait elle seule le fardeau de la relance en zone euro, ce qui est vrai, et on voit bien qu'elle ne peut pas continuer à ce rythme-là sur la même durée que ce qu'on a vu entre 2012 et maintenant, fin de la crise de la dette et puis maintenant. Donc les États vont devoir faire de la relance budgétaire, faire de la relance, mais ça va passer par le budget, tout le monde se tourne vers l'Allemagne évidemment, c'est le pays le plus ciblé. Donc le rôle de Christine Lagarde va être aussi un rôle très politique. Il y aura la politique monétaire d'un côté, ça c'est une chose, il y aura le rôle très politique
politique également, d'arriver finalement à faire vivre le projet européen, pas uniquement un angle monétaire, mais sous un angle économique, etc. Ce qui va peut-être un peu sortir aussi du cadre de ses fonctions, même si elle restera dans le cadre de son mandat, mais je pense qu'il y aura un côté politique qui va ressortir plus fortement que Draghi, par exemple, qui lui était clairement très axé politique monétaire. Ok. Pas de risque majeur en Europe, a priori? Le risque le plus court terme, ça reste comme le risque Brexit, hein, qui est toujours pas. Il y a les élections britanniques qui approchent. Il y a une deadline aussi, hein, l'année prochaine là, pour la janvier, sortie. Mais bon, voilà. qu'elle est tout le temps repoussée. Voilà. On voit bien effectivement que les Européens n'ont pas envie de ça, n'ont pas envie d'un hard Brexit en tout cas. Le problème, c'est qu'à un moment, on repousse. On dit toujours ça, on dit, bon, ça y est, on s'installe dans quelque chose de. Un peu comme le référendum. Personne ne pensait qu'il y aurait eu un référendum favorable au Brexit. Ouais. Et puis, on a été cueillis en quelques heures par le résultat du référendum. Ouais. Donc là, on peut se dire, bon, ça va être repoussé, puis un jour, peut-être qu'on arrivera à hard Brexit. Donc, c'est très dur de faire une planification là-dessus. C'est impossible à prévoir, c'est du politique pur. Mais oui, le risque européen, selon moi, il y a l'économie allemande quand même, qui est un gros risque, qui a énormément ralenti, qui a à 2 reprises en 10 mois a échappé à la récession quand même. Ouais. Donc, c'est quand même, l'Allemagne n'a pas habitué à ça sur presque les 2 dernières décennies. Donc c'est quand même un élément assez marquant qu'il faut bien surveiller. Et puis le risque politique, hein, voilà, Brexit. Donc c'est ces 2 gros risques qui me paraissent être les plus importants en Europe. Et puis le risque commercial aussi avec Trump. Voilà. Ouais. Si Trump d'un coup décide on taxe l'automobile allemande, etc., là effectivement il y aura choc forcément sur le marché, parce que c'est une part du PIB pour l'Allemagne qui est très importante, parce que le secteur manufacturier allemand est déjà en délicatesse, secteur industriel. Donc si en plus vous rajoutez des taxes là-dessus, c'est la récession. Voilà. Clairement c'est la récession. Et si Trump taxe l'automobile allemande, l'Allemagne entrera en récession. Ouais. Juste, je disais moins de risques. En fait, je pensais puisqu'on prend un peu de recul, là, il y a quelques années, on parlait beaucoup du Portugal qui s'est bien relevé et qui est une économie qui est complètement repartie. La Grèce, bon, c'est pas terrible, mais en tout cas, ils ont pas. C'est bien mieux que. C'est bien mieux qu'avant. L'Italie, bon, c'est un peu compliqué, mais l'Italie, c'est pas non plus la crise absolue. Bon, toujours des blocages politiques, tout ça, mais ça a l'air de fonctionner. Du coup, c'est ça aussi, c'est que à certains moments, on met l'accent et on met le projecteur sur des problèmes, et puis finalement ces problèmes se résolvent. Alors est-ce qu'on n'est pas en fait un peu face à beaucoup de problèmes, mais qui finalement dans quelques années on se dira ça y est, on est passé à autre chose? C'est un petit peu la façon de fonctionner du marché ces dernières années finalement. Oui. Les derniers gros chocs qu'on a eu, c'était le référendum britannique finalement, un petit peu avant l'élection française, un petit peu de risque quand même sur le stade de l'élection, mais il n'y a pas eu grand chose. Et puis le risque commercial qui est arrivé en 2018, fin 2018. Mais sinon sur la partie politique européenne pure, oui, il n'y a pas eu de tout ce qu'on estimait être des gros dangers immédiats ne se sont pas matérialisés. Mais pour autant, les issues n'ont pas été trouvées. C'est-à-dire que l'Italie a toujours une croissance flat, quasi nulle. L'Allemagne maintenant aussi. L'Italie a un problème de dette, plus de 130% par rapport au PIB. Ça, c'est pas résolu. Mais c'est ça on verrait mal, je verrais mal dans le contexte actuel où justement la BCE demande à l'Europe de faire des efforts budgétaires, d'aller voir l'Italie. Sachant qu'en plus, le risque extrême a été écarté avec le départ de Salvini. Quand je dis le risque des extrêmes politiques, ce serait malvenu de mettre l'Italie sous pression maintenant. Alors justement, l'Europe doit faire de la relance. Ouais. Si on commence à dire à l'Italie, on applique le même régime, ce qui sera impossible que la Grèce il y a quelques années, tout le monde entre en récession. Toute l'Europe entre en récession. C'est quand même la 3e économie de la zone euro. C'est pas la Grèce. La Grèce à l'époque, c'était 2% du PIB de la zone euro. L'Italie, c'est pas la même chose. Donc, il n'y aurait aucun intérêt, même pour l'Europe, la France par rapport aux banques qui sont exposées à la dette italienne et autres, d'aller taper sur l'Italie. Donc, c'est vrai que la position de faiblesse de l'Italie, finalement, peut être aussi une force parce qu'elle peut pousser l'Europe à être un poil plus flexible sur les questions budgétaires et favoriser finalement des projets verts, green bond, etc. Et dont l'Italie ferait partie, par exemple. Voilà. Donc oui, effectivement, l'Italie ne semble pas présenter un risque immédiat, politique ou économique, parce que c'est une économie qui est très stable, mais qui est stable dans le mauvais sens, hein, qui n'est pas très dynamique. Donc, il ne faudrait pas que ça se dégrade. Et si on ne veut pas que ça se dégrade, il ne faut pas qu'il y ait trop de pression budgétaire sur l'Italie à très court terme. Donc ça peut être plutôt favorable pour l'économie européenne. Mais je pense quand même que le gros risque qu'on a, c'est quand même le commerce mondial. Tout passe par là, la dynamique, en tout cas tout est passé par là ces dernières années. Si vous avez un commerce mondial fort, vous avez une croissance mondiale qui est forte. Et là, on remarque, vous avez dit tout à l'heure, une plus longue phase de contraction du commerce mondial depuis 2009. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce que les mutations structurelles des différents États et les modèles de consommation et autres ne sont pas adaptés pour l'instant à un ralentissement aussi fort que ça. On ne peut pas relocaliser aussi vite des productions sans impact sur les coûts ou autres. Donc, dire oui, on consomme moins ou mondialement on échange moins, oui, en théorie, c'est très bien. Mais si vous faites ça en l'espace de 6 mois ou 12 mois, il y a des effets immédiats sur les économies concernées. On le voit avec la Chine, on le voit avec l'Allemagne et ça pose des problèmes récessifs. Voilà. Donc, il y a beaucoup comme ça d'éléments qui sont pas des éléments qui peuvent se déclencher d'un coup.
mais qui méritent d'être surveillés, voilà, qui ne sont pas des éléments systémiques immédiats, mais qui méritent d'être surveillés et ils méritent d'être pas trop remués. Voilà, la question italienne, il faut la manier avec beaucoup de précaution. La question allemande, il faut aussi que l'Allemagne prenne sa part dans l'Europe au niveau de la relance s'il y a besoin, parce que les pays voisins en ont besoin. Par exemple, l'Union, c'est ça aussi, hein, c'est que chaque pays participe dans la mesure du possible au fonctionnement économique de la zone. Très bien. En conclusion, si on parle de notre indice CAC 40 pour 2020, actuellement, je dirais que la tendance par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport aux moyennes mobiles, etc., est quand même à l'achat. Alors, tu n'as pas l'air vraiment convaincu pour une stratégie acheteuse. Donc, tu attendrais plutôt qu'on casse, comme tu l'as dit, les moyennes mobiles pour jouer un scénario baissier plutôt qu'acheter maintenant. Oui, voilà, c'est plutôt ça. Parce que le CAC, on parle beaucoup du CAC, mais c'est le CAC hors dividende. Alors, on dit oui, le sommet de 2007. Le sommet de 2007, c'est effectivement, il est à 6168, mais pour la partie hors dividende. La partie total return, donc le CAC dividende inclus, il a explosé tous ses records et il a une trajectoire qui est même presque plus haussière que le DAX ces derniers mois. Sachant que le DAX, par défaut, intègre les dividendes. Exactement. Donc ça, c'est quand même une grosse différence. Voilà, et donc le CAC s'est bien mieux comporté ces derniers trimestres que le DAX, par exemple, est lié en partie, on sait que le CAC est très internationalisé comme indice, mais aussi des questions de perception du risque par les investisseurs étrangers. Ceux qui font de la répartition géographique, ils disent, en France, l'économie se porte mieux qu'en Allemagne, donc on va mettre, même si on sait que le CAC, ce sont des groupes internationaux qui ne dépendent pas de l'économie française, mais il y a une perception géographique de l'investissement qui va passer par le CAC si la France se comporte mieux au niveau européen. Donc ça a poussé le CAC, ça a bien stimulé le CAC, mais comme le total return est déjà très étiré, que les marchés américains, on en a beaucoup parlé, me semblent également chers, des PE élevés. Je ne vois pas effectivement l'intérêt de se dire on peut encore faire 20 ou 30%. Pour cela, il faudrait qu'on ait une économie qui reparte fortement. Les derniers signaux qu'on a avancés sont assez moyens, via les PMI c'est assez moyen, sur l'économie américaine c'est assez moyen également. Il y a eu certes un bon rapport sur l'emploi récent, mais à côté de ça vous avez un ISM qui est contracté pour la partie manufacturière depuis 4 mois, là aussi plus longue contraction depuis 10 ans. Vous avez la partie service qui ralentit encore aux États-Unis, qui est la plus grosse partie de l'activité économique. Donc je ne vois pas les clés aujourd'hui pour faire un pari très bullish, très haussier dans les mois à venir. Donc effectivement, on peut toujours se dire, je mets un stop à 100 points par exemple, et voilà, tant qu'on est au-dessus, je vise 6168 et au-delà. Ça, c'est une façon de faire qui est un peu brute, dire voilà, je mets un stop et puis je verrai bien. Après, si on regarde les risques, j'ai tendance à dire, on va plutôt surveiller les moments où le marché souffle un petit peu, et puis pourquoi pas chercher des phases de retournement. Ce qu'on faisait l'année dernière, en 2018, on surveillait ça. On voyait que les PMI commençaient à se dégrader déjà au 3e trimestre, et l'analyse allait dans ce sens-là, de dire attention, commerce mondial qui ralentit, les PMI qui ralentissent, pression de Trump sur la Chine, on avait une vue baissière, et on a eu un 20% de baisse derrière. Et si ce signal se concrétise, à quoi on peut s'attendre? 10, 20% de... Oui, dans un premier temps, je pensais ça parce que vous regardez sur les gros indices américains, si on passe sous la fameuse zone de résistance 2018-2019, qu'on casse là-dessous, la grosse oblique inférieure sur les gros supports, il y a eu un trou d'air en 2018, mais si vous regardez la moyenne des points bas, c'est une oblique qui se trouve à peu près 10-15% plus bas. Donc dans un premier temps, c'est ça qu'il faut viser, je pense, effectivement 15% de correction, sachant qu'on peut être aussi sur une phase de ralentissement progressif de l'économie américaine, donc un top sur les marchés américains qui sont de manière progressive, c'est pas forcément un truc cassant qui va tomber d'un coup. Ce sera cassant s'il y a un choc systémique sur la dette, etc. Sinon, on peut s'attendre à quelque chose qui ralentit et puis mais on sent quand même, et on peut peut-être conclure là-dessus, c'est la question du rythme des indices. Là, on sent quand même en ce moment que le scénario va être assez binaire. C'est-à-dire que soit on a ce qu'on appelle une capitulation, le fameux FOMO, tout le monde court après la perf au mois de décembre pour terminer en fanfare l'année, et on accélère d'un coup là, dans les jours qui viennent pour faire un 10%, puis continuer en janvier à accélérer fortement, des indices américains qui verticalisent. Donc soit on a le FOMO, qui est une capitulation des indices, et après seulement le retournement, soit on est déjà sur le top. Et la phase de baisse qui va suivre, si le marché se rend compte qu'il n'y a pas d'accord ou qu'il y a une économie qui se dégrade encore et qu'il se rend compte qu'il est monté pendant 2 mois très fortement sur des bases fragiles, il rendra ces 2 mois très vite. C'est ça que je pense qu'on est sur un très binaire où si on casse un support, je ne pense pas qu'on travaille ce support pendant 10 jours. Ça va être cassure, boum, et on va aller chercher tout le rallye de octobre-novembre finalement, on va le retracer et retomber là-dessus. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'on est quand même sur une phase binaire où soit c'est un vrai FOMO, brutal et qui va démarrer là court terme, soit c'est un vrai échec qui est en train de se mettre en place. Et la première purge, je ne dis pas après tout de suite, enfin long terme, mais je pense que la première phase qui suivra sera quand même une phase où on corrigera au moins la dernière partie qui pourrait être perçue comme excessive si elle est attribuée uniquement finalement à des actions de liquidité par les banques centrales, mais qu'elle n'est pas attribuée ou qu'elle n'est pas confirmée par un deal ou par de bonnes statistiques économiques. Merci Alexandre, merci, Fabien. Mission accomplie, point volatilité sur 2020, j'espère que ça a intéressé. Ton travail au quotidien, on le retrouve dans les lives d'IG et également sur les réseaux. Merci Alexandre. Merci Fabien.